tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. On part à la rencontre d'un duo d'entrepreneurs passionnés et passionnants en la personne de Thomas Carrère et Bruno Denmont. Les deux amis nous parlent de leur parcours, de leur rencontre et de comment ils se sont associés en 2016 pour fonder Du Simple au Double. Du Simple au Double, c'est une agence spécialisée en marketing digital, bien connue dans l'écosystème à La Réunion et qui, aux yeux de tous, avait vraiment le vent en poupe. Alors quand Thomas et Bruno ont annoncé la fermeture de leur structure en fin 2022, ça a été la surprise générale. Dans cet épisode, Thomas et Bruno reviennent sur cette aventure, évoquent les raisons de cette fermeture en toute transparence et partagent au passage pas mal de pépites. Une des remarques que je fais aux dirigeants avec qui je parle en ce moment, c'est que une boîte est faite pour faire du cash de base. Et en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, nous, Thomas et moi, je pense que dans le duo, on est très complémentaires sur la partie humaine et voire entrepreneuriale, mais il nous a clairement manqué à voire les deux, l'aspect financier. On en avait déjà parlé aussi un petit peu, il me semble, Clément, c'est que moi, en parlant avec un copain banquier, il m'avait dit à l'époque, c'est très bien la culture d'entreprise, Bruno, c'est très bien, la bienveillance, c'est très bien, la cohésion d'équipe. Mais quand je t'entends parler, ta boîte elle ne génère pas assez de cash, elle n'a pas assez de capitaux propres. Donc, en gros, concrètement, c'est très bien d'avoir une super culture d'entreprise, mais c'est essentiel d'avoir un modèle d'entreprise rentable. Et ça, on n'a pas réussi. C'est un fait. Donc, super. Donc, on nous le dit encore aujourd'hui. On est très content, on est fiers de ce projet. Mais concrètement, on a raté, on a manqué, en tout cas, dans les choix que l'on a fait au quotidien sur la rentabilité des projets. Un exemple tout con que j'ai souvent en tête, c'est que on a un très gros prospect qui toque à la porte. Donc, on est en phase de négociation. Donc, on a des paniers moyens assez élevés. Donc, forcément, les phases d'échange sont assez longues. Et à côté de ça, on sait dans l'équipe, ça bosse pas mal, mais c'est censé être un peu full, voilà. Et en fait, nous, trop rapidement, souvent dans les choix que l'on faisait, on était plutôt tendance à se dire, bon, recrutons une personne, quitte à ne pas être rentable pendant 2 ou 3 mois, pendant les phases d'onboarding, parce qu'on ne sait jamais si ce prospect-là va signer ou pas. Comme ça, on fait un bon onboarding client et l'équipe ne se sent pas saturée. Donc, on prend soin de l'équipe. Sauf qu'un vrai financier, un comptable, un banquier te dirait non. Attends déjà d'une que ce prospect signe et de deux, dans la mesure du raisonnable, foule tes équipes un petit peu plus quoi. Ne les sature pas pour aller jusqu'au burn-out, mais staff-les pour qu'ils puissent avoir de quoi être rentable quand même quoi. En fait, c'est un exemple parmi d'autres que oui, on a été très bon dans la culture instinctivement. Et aussi, on s'est beaucoup inspiré au quotidien d'univers startup parce qu'on est très sensible à cet univers-là aussi, qui ont beaucoup travaillé dessus ces dernières années. Mais petite parenthèse quand même sur la partie rentabilité / culture d'entreprise. Je dirais même grosse parenthèse. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'était pour appuyer ce que tu dis, Bruno. Clairement, la boîte, enfin même toute boîte, pour qu'elle soit belle, grande, forte et durable, il faut qu'elle soit bonne sur le produit, ce qu'elle délivre. Nous, c'était nos services. Donc, OK, on était plutôt bon là-dessus, je pense. Il faut qu'elle ait une bonne culture pour durer dans le temps, attirer les talents et tout et tout. Ça aussi, on avait bien réussi. Mais il faut que le cash et la rentabilité soient là. Et nous, c'est ce troisième pilier qu'on n'a jamais réussi à vraiment structurer durablement. En fait, une chaise qui a plus que deux pieds, elle tombe. Vous avez quand même duré 7 ans. Alors, quand tu dis que on n'a jamais eu ça, c'est-à-dire que ça a vivoté à chaque fois ou vraiment vous n'avez pas eu de moment où vous avez eu des projets hyper rentables, etc. Non, c'est qu'en fait, on a toujours été à zéro, on va dire, pour faire simple. Sauf que t'es zéro, tu grandis. Mais en cas de coup dur, tu n'as aucune solution de repli, tu n'as aucun matelas de sécurité. Donc finalement, tu te retrouves un peu tout nu. Euh,
Merci pour toutes ces informations. Et Bruno, je trouve que tu fais bien, tu vois, de remettre un peu cette notion de cash et de rentabilité au cœur du débat. Donc, on a compris que l'agence était en croissance et puis vous avez parlé de vagues qui venaient un peu de tous les côtés, donc des vagues de différentes natures, des vagues de différentes amplitudes, et on sent qu'il y a des sujets qui sont peut-être plus délicats que d'autres. En tout cas, moi, j'aimerais revenir sur ce sujet un peu de la finance, et puis vous pourrez nous parler d'autres sujets si vous voulez. Mais du coup, de point de vue, voilà, de la rentabilité des projets, point de vue de la trésorerie et de la gestion de ce flux de trésorerie, quelles ont été peut-être les erreurs qui ont été faites ou quelles ont été les paliers qui n'ont pas été atteints. En gros, si les choses devaient être faites différemment, point de vue strictement financier, ce serait quoi? Après, globalement, comme disait Bruno, c'est vrai que notre principale erreur n'a pas, enfin, est de ne pas avoir été assez strict sur la rentabilité. Clairement, ça doit être un prérequis. C'est pas une conséquence de ce qu'on fait. Donc, il aurait fallu qu'on se pose des indicateurs clairs et un objectif. Et plus qu'un objectif, des seuils en dessous desquels on ne peut pas prendre certaines décisions. Parce qu'en fait, clairement, si tu n'es pas stable et comme on disait, qu'il y a des grosses vagues, bah, tu peux couler. Donc, clairement, il y a des seuils, il y a des KPI qu'on regardait, mais qui n'étaient pas notre, comment dire, notre cap. C'était vraiment se dire, ah, ça serait cool qu'on soit avec un ratio de masse salariale sur le chiffre d'affaires de moins de tant de pourcents. Alors qu'on aurait dû vraiment se dire, non, on ne peut pas être en dessous. Et tant qu'on est, et si, enfin, on ne peut pas être au-dessus, pardon. Et si on est au-dessus, alors on doit se séparer d'une personne ou on doit rentrer plus de cash. Mais on ne peut pas rester plus de temps dessus. Ça aurait dû être vraiment des décisions à prendre en fonction de ces critères-là et non pas des super métriques un peu cool qu'on pourrait avoir. Ce que tu dis là, ça soulève beaucoup de Beaucoup questions. d'émotions déjà. Je vais en retenir une. Donc, on a parlé, parce que vous avez parlé vous avez donné cet indicateur un peu du ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Vous nous avez dit aussi que vous avez travaillé de plus en plus avec des partenaires externes. Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, peut-être aussi des mauvaises surprises dans la rentabilité des projets qui ont été externalisés ou autres? Alors, des projets externalisés, non, mais des mauvaises surprises dans la rentabilité des projets, oui, clairement, comme tout le monde. Des projets qui durent beaucoup plus longtemps que prévu, des allers-retours à n'en plus finir, etc. Des résultats qui ne sont pas au rendez-vous, et donc du coup, on se dit, OK, il faut qu'on mette les bouchées doubles, etc., etc. Donc, on a tous vécu des moments comme ça. La vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'on s'arrête dans un projet comme ça. Et donc, comment on le balise en amont, contractuellement, quelles sont les décisions qu'on prend en interne. On a obligatoirement des projets qui sont un peu plus gros, un peu plus chronophages. Ça arrive dans toutes les boîtes. Mais la vraie question, c'est comment on réagit face à ce genre de situation. Et nous, il y a des fois où c'était genre la qualité du rendu prime, quitte à bosser 2 fois plus que ce qu'il fallait. Ouais, bah, au bout d'un moment, 2 fois plus, t'es pas payé 2 fois plus. Et concernant les ratios, oui, on a eu des ratios à des moments où le ratio masse salariale sur le chiffre d'affaires facturé arrivait à 90, 95%. Donc, on devait absolument travailler au corps. Mais comme on l'avait dit, d'autres sujets, d'autres priorités ont fait qu'à un moment, on a dû prioriser. Et oui, des ratios d'externalisation d'expertise sur des projets qui devaient être de base à 30%, qui frôlent les 70-80% des fois. Pareil, ça arrive. Et, après, globalement, le modèle agence est pas un des modèles les plus faciles, hein. Ça, on s'en est bien rendu compte en discutant avec Thomas, en discutant avec d'autres dirigeants d'agence à La Réunion et en métropole, que on vend concrètement souvent du temps. Des consultants, des chefs de projet, des experts. Et ben, il y a tellement de paramètres au quotidien qui font qu'un projet ne peut pas être rentable entre la mauvaise gestion du temps, les clients qui sont plus ou moins sympas, euh, l'organisation des projets fait que c'est vite
une usine à gaz et ça peut vite tourner, si c'est pas bien drivé dans la gestion de projet, à des projets pas rentables du coup. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette transparence. Je pense que la question était intéressante à poser parce qu'à plusieurs reprises, on a bien compris que c'était pas forcément une problématique de chiffre d'affaires parce que vous arrivez à trouver des clients avec un panier moyen, vous avez dit, qui était assez élevé. Et je trouve que ça remet en exergue quelque chose qu'on se disait un peu en off sur quand on veut lancer une société, il s'agit pas d'avoir voilà une belle vision, d'avoir une mission noble. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux. Et une chose aussi qu'on observe, c'est que les gens sont très focalisés sur finalement le chiffre d'affaires. Combien d'argent rentre dans la boîte, en oubliant que peut-être que le plus important, c'est pas combien d'argent rentre, mais combien d'argent reste. Ça reste. Et je trouve que là, c'est une bonne illustration de ça. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.